On va pouvoir un petit peu déjà dégager le côté un petit peu sale du bousin 2021. On va commencer un petit peu par reposer les bases de ce que va être cette nouvelle réglementation. Déjà, il y a une clarification des pièces qui composent les voitures, les éléments de la voiture. Ils ont imposé cette fois-ci une classification des pièces. Pour commencer, tu as les pièces qui sont listées. Les pièces listées, c'est celles qui sont designées, fabriquées par l'équipe. Donc, par exemple, le châssis, la cellule de survie. Chaque équipe fait ce qu'elle veut, évidemment dans les limites du règlement. Ils font leur propre interprétation, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils doivent le fabriquer, le produire eux-mêmes. Tu vas avoir les pièces standardisées qui sont fabriquées par un tiers qui sera partenaire de la Formule 1 et qui va fournir ces pièces. Et petit erratum de la direction, à savoir de moi-même. Pour ceux qui ont écouté le live, j'ai dit que les ailerons arrière étaient des pièces standardisées. En revérifiant, j'ai constaté que c'était pas le cas. Je sais pas pourquoi je me suis mélangé sur certains trucs. Certainement des restes de la réglementation annoncée en 2019 et que j'aurais dû peut-être revoir en détail depuis. Donc, je me corrige et de toute façon, je vous affiche à l'écran absolument tous les détails de ce que j'ai pu trouver sur la classification des pièces. Mais à ne pas confondre avec les pièces, disons, prescrites. Celle-là, c'est exactement comme les pièces standardisées, c'est-à-dire que tout le monde a la même, c'est juste que tu dois la fabriquer toi-même. Viennent deux autres catégories, les pièces dites transférables, ça on connaît ça un petit peu, c'est-à-dire certaines pièces tu peux les acheter à un autre manufacturier, à une autre équipe, donc par exemple les écopes de frein arrière, oups pardon non celle-là on peut plus. T'as compris la ref, il y a certaines pièces que tu peux acheter, les transmissions, des trucs comme ça se fait, notamment avec Williams et Mercedes qui ont renforcé leur partenariat, AC Ferrari, voilà. Et enfin, tu as les pièces dites en open source. Ces pièces-là, tu les fabriques, mais tu dois mettre tes outils de recherche, enfin tes recherches sur un FTP commun, un serveur où tout le monde aura accès à ces informations et pourra y ajouter, prendre des informations, tout ça. Ah, merci Tony Motors 42. Je vais vérifier, on a peut-être une breaking news, je vais la vérifier en direct live exclusif avec vous. Ce pourrait être une nouvelle exceptionnelle si ça venait à s'avérer. On va pouvoir jouer le jingle. La Formule 1 a enfin annulé cette règle qui oblige les pilotes passés en Q3 à démarrer avec leurs pneus de la Q2. Ça faisait très longtemps qu'il fallait dégager cette sottise et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'était intéressant d'un point de vue sportif, ça permettait des stratégies, mais concrètement, ça tuait les équipes du peloton. En 2021, j'ai l'exemple le plus marquant pour moi, c'était l'Autriche, où tu as les deux AlphaTauri, les deux Aston Martin qui ont fait une super Q2, qui sont passés en Q3. Il y en a pas une qui a terminé la course, justement, parce que les autres derrière, Ferrari, McLaren, tout ça, ont pu prendre les pneus qu'ils voulaient au départ, et ça a changé les places. Et t'en étais arrivé à une réglementation qui favorise ceux qui se sont moins bien qualifiés. Alors pour les Verstappen, les Hamilton, ça change rien, mais pour les équipes du peloton, ça ruinait des courses vraiment. On va rester sur ces Formule 1 du coup, puisque j'ai envie de terminer rapidos la réglementation, ça c'est le truc qui me déprime le plus pour être honnête. Les Formule 1 passent à 795 kilos à vide, c'est-à-dire qu'elles font 43 kilos de plus cette année. Ouais, alors, les raisons sont les suivantes. T'as les pneus qui sont plus lourds, t'as le poids du moteur qui a augmenté pour permettre un petit peu encore la réduction des coûts. Certaines pièces en carbone ont été plus ou moins mixées, remplacées par des membranes en caoutchouc. Alors ça, c'est plus pour des raisons de sécurité, pour limiter le nombre de débris qui se répandent en piste, pour faciliter le travail des commissaires pour nettoyer la piste. Mais tout ça pour dire que ça vient de nouveau alourdir les Formule 1 et... Dans 5 ans, on va avoir des F1 qui font 1 tonne. Sérieusement, hein. Mais bon, ça, j'ai déjà proposé une chronique à part où je parle de ce pourquoi je n'aime pas le fait que les Formule 1 deviennent de plus en plus lourdes et pourquoi, pour moi, ça abîme l'aspect sportif, compétitif de la voiture, en fait, en tant que telle. Là, c'est un problème pour un autre jour. J'espère que comme l'arrivée de l'effet de sol, enfin, le retour de l'effet de sol en Formule 1, qui a été introduit, du coup, pour cette saison, on va en parler, c'est aussi quelque chose que certains fans dont je faisais partie voulaient vraiment voir le retour, parce que depuis ces 5-6 dernières années, c'était la seule solution, en fait, pour qu'on ait plus ces énormes perturbations aérodynamiques.
Et puis l'effet de sol aujourd'hui a été énormément maîtrisé par rapport à ce que c'était aux années fin 70, début 80. C'était une bonne raison en fait pour moi de le ramener, cet effet de sol, surtout en le maîtrisant comme ce sera le cas. Donc, l'effet de sol, bon, je vais pas te refaire un cours dessus parce que j'en ai déjà parlé et en ce moment je suis sûr qu'il y en a plein qui vont en parler aussi, mais pour à nouveau poser les bases, on va augmenter l'effet de sol généré sous la voiture avec un tunnel Venturi. Donc ce tunnel Venturi, c'est vraiment ce qui a fait les dernières heures de gloire de Lotus en Formule 1, je crois que oui, c'est ça, 78, leur dernier titre avec Mario Andretti. Colin Chapman, il se disait, les ailerons, je les ai apportés, c'est cool, c'est bien, mais la voiture, elle va moins vite en ligne droite à cause de ça. Faut que j'enlève les ailerons, mais que je continue à générer de l'appui. Il s'est dit, il y a moyen de créer de l'aérodynamisme sous la voiture, c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que sur la fin des années 70, années 80, tu as tant de Formule 1 qui n'ont pas d'aileron avant, parce que simplement, ils étaient devenus obsolètes, ils étaient plus nécessaires pour générer de l'appui sur la voiture. C'était devenu un petit peu trop dangereux, du coup, on les a bannis, et on était arrivé sur des fonds plats. Les ingénieurs d'aujourd'hui, c'est des génies, ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui avec l'aéro, mais, enfin, sauf Williams et Haas, évidemment, on en est arrivé à un stade où on se dit qu'on peut à nouveau travailler le fond plat pour le rendre plus compétitif et du coup diminuer le nombre d'appendices qui généraient autant de perturbations. C'est pour ça qu'on a, du coup, je disais, ces F1 un petit peu bombés sur l'avant, c'est-à-dire ça va augmenter l'entrée d'air sous la voiture, et ensuite au niveau du fond plat, du coup ces tunnels Venturi ont cette forme un petit peu d'aile inversée. Le but c'est simplement de créer une soudaine dépression sous la voiture, ça crée un effet de succion, et à la sortie de la voiture ça fait un petit effet de poussée. Alors dans ma vidéo sur l'effet de sol, j'avais utilisé l'exemple du ballon de baudruche, tu vois, mais ça peut marcher aussi avec, je pensais au tuyau d'arrosage. Si tu veux arroser ta mamie, tu vois, avec ton tuyau d'arrosage, tu vas serrer le bout de ton tuyau d'arrosage, évidemment. Et quand tu serres le bout de ton tuyau, ça te fait un gros jet de pression. Et puis voilà, ça va projeter mamie, et que après mamie, elle va tomber dans les escaliers, se briser la nuque. Tu réduis au bout de ton embout ton arrivée d'eau, et ça crée un énorme jet, parce que pendant cette petite zone où tu bloques un petit peu la sortie, le fluide, donc l'eau, l'air, tout ça va circuler plus rapidement, ça va sortir avec plus de force. Et pour comprendre un petit peu cette dépression, on va faire un petit peu la métaphore de la ventouse. Pour créer ton effet de succion, tu prends ta ventouse et puis tu pompes l'air, simplement. Je devrais pas faire ce geste en disant tu pompes, mais t'as compris l'idée. Tu fais un appel d'air et puis ça marche toujours. Pour revenir un petit peu du coup à cet effet, on a compris un petit peu pourquoi les voitures étaient plus hautes. Et ensuite, à la sortie, on monte un petit peu la hauteur des diffuseurs, du coup la sortie d'air, pour justement diminuer les projections d'air, de perturbations aérodynamiques que les poursuivants pourront se prendre. Pour continuer un petit peu sur les appendices aérodynamiques, on va avoir les ailerons avant qui seront limités en termes de nombre de pièces, de composants pour à nouveau réduire les coûts, évidemment, réduire le nombre de dégâts lorsqu'il y a des impacts, ça fait moins de pièces à nettoyer, et puis simplement pour les rendre moins complexes et du coup moins chers à développer. De nouveau, le nez et l'aileron sont attachés. Je crois qu'il faut remonter dans les années 90 pour les dernières fois où on avait ce type d'aileron avant. Esthétiquement, moi j'aime beaucoup. Les ailerons arrière, ils ont cette forme un petit peu bizarre pour casser un petit peu les perturbations aérodynamiques qui seront générées un petit peu à l'avant, et puis diminuer les nombres de vortex aussi qu'ils pouvaient créer par eux-mêmes. On a, comme je le disais plus tôt, la fin des bargeboards. Merci. Les bargeboards qui étaient ces appendices aéros qui rendaient les Formule 1 si chiantes à dessiner. Réduction des coûts, réduction des dégâts. On n'aurait plus, en théorie, ces Formule 1 qui perdent une demi-seconde au tour dès l'instant que t'as un petit bargeboard qui bouge.
C'est aussi quelque chose qui peut être cool. On aura ces caches sur les jantes, à nouveau pour limiter les flux d'air que ça peut générer, des nouvelles réglementations sur les écopes de frein, et là, ça va être un point très intéressant parce que déjà, esthétiquement, c'est pas au goût de tout le monde, c'est ces petites ailettes au-dessus des roues qui ont été ajoutées. Alors, le but est à nouveau pour limiter les flux d'air qui circulent au-dessus de la voiture. Mais on avait des premières inquiétudes lorsque ça a été annoncé, et ça a été un petit peu avancé cette semaine lorsqu'on a eu les Formule 1 qui prenaient la piste. Les pilotes se plaignent de la visibilité. Parce qu'on a des roues qui sont plus grosses, donc plus hautes. Je rappelle que les pilotes, dans leur machine, ils voient le haut de leur volant et les roues. Et quand tu vas regarder ton virage, si tu vois le haut de ta roue et qu'au-dessus t'as une ailette, t'as compris. Les pneus 18 pouces, peut-être pas au goût de tout le monde, mais passons l'aspect cosmétique. Ces pneus permettront aux pilotes d'être plus agressifs. Ils seront conçus également pour aider les pilotes à moins se préoccuper de la fenêtre de température optimale des pneus, c'est-à-dire qu'ils seront moins capricieux que ceux qu'on avait ces dernières années. Il y aura l'introduction de capteurs standardisées pour contrôler la pression des pneus, coucou Red Bull. Donc elles vont permettre aux voitures d'être un petit peu plus sensibles sur le train arrière, donc vont demander un petit peu plus de précision. Elles vont, puisqu'elles seront plus grosses qu'avant aussi en termes de taille, de volume, de diamètre simplement, ça voudrait dire qu'elles seront plus lentes à l'accélération puisque la rotation simplement de la roue est plus longue. Normalement, la fin des pneus à haute dégradation, c'est-à-dire ces pneus qui ont des fenêtres d'opération très limitées. La FIA, à nouveau, ils ont imposé un standard. La FIA a demandé à leur larbin de Pirelli de concevoir des pneumatiques durs qui devront ralentir de 2 secondes au tour au bout de 22% de course, des pneus médiums qui devront être plus rapides de 1 seconde, mais perdre 2 secondes au tour au bout de 18% de course. Les pneus soft, quant à eux, doivent être plus rapides de 2,2 secondes, mais perdre 2 secondes au tour au bout de 10% de course. On aurait du coup cette fin des pneus qui soudainement sont plus du tout utilisables, mais plus des pneus qui perdent en performance. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il fallait pour moi depuis... C'était très rigolo en 2011, en 2012, 2013 ces pneus, mais au bout d'un moment c'était devenu n'importe quoi et puis ça tuait les courses. Et puis sincèrement pour moi sur le moyen terme, si l'introduction de ces nouveaux pneus fonctionne, c'est l'interdiction, enfin pas l'interdiction, mais la fin des arrêts au stand obligatoires, parce que pour moi c'est un artifice, les arrêts au stand obligatoires. Ils ont tout tenté, hein, ils ont tout tenté en disant avec Pirelli d'introduire plus de composés de gomme. On se rappelle de la gamme arc-en-ciel en 2017-2018 où mais le truc, c'est que tout le monde utilisait les mêmes pneus, on s'est rendu compte que tout le monde fait les mêmes stratégies, sauf une fois de temps en temps, tu vas avoir une course où certains vont faire 2 arrêts, d'autres 1, bon voilà. À part ça, ça propose rien et ça apporte pas grand chose au spectacle, je trouve. Avoir un petit peu ce compromis de je gagne un arrêt au stand ou je perds un arrêt au stand mais je suis plus compétitif, ça peut être intéressant. Mais oui, c'est un sacré cahier des charges qui a été imposé à Pirelli. Le cap budgétaire, bon, on va pas en reparler 150 ans, il est passé l'an dernier 145 millions, cette année à 140 millions, c'est-à-dire à peu près un peu moins que le revenu annuel d'un revendeur de cocaïne pure colombienne. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter à blabla-escobar@gmail.com.